Dans le royaume d'Omboko, la vie autrefois paisible s'est transformée en un cauchemar sous le règne du gouverneur Kabal. Nommé par l'empereur lointain, il s'est vite imposé comme un tyran, imposant des taxes exorbitantes, interdisant les traditions ancestrales et exploitant les ressources naturelles du peuple sans aucun scrupule. Les anciens, garants de la sagesse du village, n'ont plus voix au chapitre. Les guerriers, jadis protecteurs de la communauté, ont été désarmés. Désormais, seuls les soldats du gouverneur dictent leurs lois, pillant et punissant au moindre soupçon de rébellion. Parmi les jeunes du village, l'indignation grandit chaque jour. Nuru, un jeune homme fougueux de 18 ans, refuse d'accepter cette soumission imposée. Fils d'un ancien chef déchu, il porte en lui la flamme de la révolte, même si ses parents lui ont toujours appris la prudence. À ses côtés, sa sœur cadette Sifa, plus réfléchie mais tout aussi déterminée, tente de calmer ses ardeurs. Ensemble, ils murmurent en cachette des rêves de liberté, des espoirs d'un avenir où leur peuple pourra à nouveau lever la tête sans crainte. Un soir, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les soldats du gouverneur ont arrêté un vieil homme du village, un sage respecté, sous prétexte qu'il aurait caché une poignée de grains pour nourrir les orphelins. L'indignation est totale, mais la peur maintient les habitants dans le silence. Pourtant, lorsque Nuru voit l'homme, pieds et poings liés, traîner sur la place publique pour être puni devant tous, il ne peut plus se contenir. « Jusqu'à quand allons-nous courber l'échine » s'écrie-t-il devant la foule réunie. Un frisson parcourt les villageois. Les soldats s'arrêtent, surpris qu'un jeune ose défier leur autorité. Sifa lui attrape le bras, paniqué. Mais il est trop tard. Kabal lui-même s'avance, un sourire cruel aux lèvres. Un jeune chien qui aboie ? Voyons si tu es prêt à mordre. D'un geste, il ordonne aux gardes de l'arrêter. La foule retient son souffle. Nuru sait qu'il vient de franchir un point de non-retour. Ce jour-là, sans le savoir, il vient d'allumer l'étincelle de la révolte qui changera à jamais le destin de son peuple. Les gardes se ruèrent sur Nuru avec brutalité. Avant qu'il ne puisse réagir, des mains puissantes le saisirent et le plaquèrent au sol. La foule, pétrifiée, observait en silence, la peur scellant leurs lèvres. Personne n'osait intervenir, pas même les plus braves. Sifa, les yeux écarquillés, tenta de s'interposer, mais un soldat la repoussa d'un violent revers de la main, la faisant tomber sur les pavés poussiéreux. Kabal s'approcha lentement de Nuru, l'ombre de son grand manteau s'étendant sur lui comme un présage funeste. Il se pencha, un sourire moqueur sur les lèvres. « Tu veux être un héros, garçon » demanda-t-il d'une voix doucereuse. « Alors apprends ce qu'il en coûte de défier ceux qui ont le pouvoir. » Sur un signe de sa main, les soldats se mirent à frapper Nuru. Chaque coup résonnait dans le silence oppressant du village. Pourtant, malgré la douleur, le jeune homme ne cria pas. Il serra les dents, refusant d'offrir au tyran la satisfaction de le voir brisé. Le vieux sage, toujours attaché, observait la scène avec une tristesse mêlée de fierté. Il savait que la jeunesse portait en elle le feu du changement, mais il craignait que ce feu ne soit étouffé trop tôt. Lorsque les gardes s'écartèrent enfin, Nuru gisait au sol, le visage ensanglanté. Kabal haussa les épaules, comme s'il venait d'écraser un insecte sans importance. Emmenez-le. Qu'il serve d'exemple. Et que cela soit clair pour tous, toute tentative de révolte sera écrasée. Les soldats traînèrent Nuru jusqu'à la prison du village, un bâtiment en pierre autrefois utilisé pour les criminels, mais qui servait désormais à enfermer quiconque osait défier l'autorité. La colère qui couve. Cette nuit-là, Sifa rassembla quelques amis dans une hutte à l'abri des regards. Il y avait Bakari, un habile chasseur, Awa, une guérisseuse apprentie, et plusieurs autres jeunes du village. Tous partageaient la même rage, la même frustration. « Nous ne pouvons plus nous taire » déclara Sifa, la voix tremblante d'émotion. Aujourd'hui, c'était Nuru. Demain, ce sera un autre. Si nous ne faisons rien, nous mourrons lentement sous leurs joues. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée, comme un vent léger prêt à se transformer en tempête. « Mais que pouvons-nous faire » demanda Awa. « Nous ne sommes pas des guerriers. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons quelque chose de plus puissant » répondit Sifa. « Notre nombre, notre intelligence et notre volonté. » La discussion s'anima. Certains suggérèrent d'attaquer directement les soldats, d'autres proposèrent d'organiser des sabotages. Une idée germa dans l'esprit de Bakari. « Nous devons libérer Nuru. Ce sera notre premier acte de révolte. » Un frisson parcourut l'assemblée. Était-ce possible? Comment s'y prendre? Un plan dangereux. Sous le couvert de la nuit, les jeunes commencèrent à organiser leur premier coup. La prison était gardée par une poignée de soldats, mais ils savaient que chaque nuit, un seul veilleur restait à l'entrée.
Awa proposa d'utiliser une concoction soporifique pour l'endormir, pendant que Bakary et un autre jeune neutraliseraient les autres gardes silencieusement. Le plan était risqué, mais l'injustice qu'ils avaient vue les poussait à tenter l'impossible. Au cœur de la nuit, Sifa et son groupe se faufilèrent jusqu'à la prison. Comme prévu, sous prétexte que la chaleur était étouffante, Awa tendit une gourde d'eau aux gardes de l'entrée, y ayant discrètement versé son mélange soporifique. « Tiens, frère, tu dois avoir soif avec cette nuit aussi lourde. » Le garde accepta sans méfiance et but d'un trait. Quelques minutes plus tard, il s'effondra, inconscient. Bakary et un autre garçon neutralisèrent rapidement le second garde, pendant que Sifa s'introduisait à l'intérieur. Elle trouva son frère, enchaîné, le visage marqué de bleu. Il releva difficilement la tête en la voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura-t-il. « Te sauver et commencer ce que tu as déclenché. » Avec une détermination brûlante, elle brisa ses chaînes. Ce soir-là, la première pierre de la révolte venait d'être posée. La nuit était profonde lorsque Nuru, affaibli mais libre, sortit de la prison avec l'aide de sa sœur et des jeunes résistants. Le silence oppressant du village pesait sur eux, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Derrière eux, les deux gardes inconscients gisaient au sol, et il ne restait que quelques minutes avant que le changement de tour ne révèle leur évasion. « On doit partir, maintenant » chuchota Bakary, lançant un regard inquiet vers l'entrée du village. Sifa passa le bras de son frère autour de ses épaules pour l'aider à marcher. Chaque pas était une douleur pour Nuru, mais il refusa de ralentir. Ils traversèrent les ruelles sombres, longeant les habitations endormies. Leur destination, la forêt de Mbali, où ils pourraient se cacher le temps de réfléchir à la suite. Mais à peine avaient-ils franchi les premières rangées d'arbres qu'un son glaçant leur parvint. L'alarme. Un long corps résonna dans la nuit, un cri métallique qui déchira le silence. Les soldats avaient découvert l'évasion. Des torchers s'allumèrent dans le village, illuminant les maisons de lueurs tremblantes. Des voix s'élevèrent, des ordres furent criés. Le gouverneur Kabal venait d'apprendre que son prisonnier s'était enfui. « Courez !» Ils s'élancèrent dans la forêt, le cœur battant, les branches fouettant leur visage. Les tambours d'alerte commencèrent à résonner dans le village, signalant aux soldats des environs de converger vers eux. Le sol était inégal, traître sous leurs pieds précipités. Nuru trébucha une fois, puis une deuxième, mais Sifa et Bakary le relevèrent sans hésiter. Ils devaient continuer. Derrière eux, des torchers apparaissaient entre les troncs d'arbres. « Ils sont sur nos traces, Alta Awa. » Bakary, qui connaissait mieux la forêt que quiconque, bifurqua brusquement. « Par ici. Il y a un passage que seuls les chasseurs empruntent. S'ils nous suivent, ils tomberont dans les marécages. » Sans poser de questions, le groupe suivit Bakary. Après quelques minutes d'une course effrénée, ils s'arrêtèrent, cachés derrière un amas de rochers. Les torchers des soldats continuaient leur progression, mais prenaient une autre direction, droit vers le piège naturel que Bakary espérait. « Ça va marcher » murmura Sifa. « Ils ne connaissent pas cette forêt comme nous » répondit Bakary, essuyant la sueur de son front. Un cri retentit au loin, suivi d'un grand bruit d'éclaboussure. Puis un deuxième cri. Et un troisième. Bakary esquissa un sourire. Ils viennent de comprendre. Un silence tendu s'installa. Puis, après plusieurs minutes, les torchers s'éloignèrent. Ils avaient réussi. À l'aube, le groupe atteignit une grotte dissimulée par une cascade, un ancien refuge utilisé autrefois par les ancêtres du village lorsqu'ils fuyaient les guerres tribales. À l'intérieur, ils trouvèrent des traces de vie ancienne, des gravures sur les parois, des foyers éteints depuis des années, et une sensation étrange d'être entourés par l'histoire de leur peuple. Nuru s'adossa contre la pierre, le souffle court, observant ses compagnons. « Ce que nous avons fait cette nuit, c'est plus qu'une simple fuite, murmura-t-il. C'est le début de quelque chose de plus grand. » Sifa hocha la tête. « Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Maintenant qu'ils savent que nous sommes prêts à résister, ils vont resserrer leurs poignes sur le village. Alors nous devons être plus rapides qu'eux, intervint Awa. Nous devons trouver d'autres alliés. » Bakary réfléchit à voix haute. « Les chasseurs des montagnes nous aideraient peut-être. Ils n'aiment pas Kabal non plus. Et il y a les forgerons des plaines. Ils ont les outils pour fabriquer des armes. Et les anciens » demanda un jeune résistant. Un silence pesa dans la grotte. Les anciens du village étaient sages, mais ils avaient trop souffert sous le joug du gouverneur pour oser rêver de rébellion. Nuru serra les poings. « Nous ne pouvons pas les laisser de côté. Ils portent en eux la mémoire de notre peuple. S'ils se lèvent avec nous, alors tous les villageois suivront. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Le plan était clair. Ils allaient retourner discrètement au village,
contacter ceux qui partageaient leur cause et organiser la résistance. Le lendemain soir, sous le couvert des ombres, Sifa et Awa entrèrent dans le village séparément. Elles chuchotèrent aux oreilles des habitants, livrant des messages codés aux anciens, aux artisans, aux cultivateurs. Quand la lune sera pleine, rassemblez-vous sous l'arbre sacré. Une nuit passa. Puis une autre. Quand la pleine lune s'éleva dans le ciel, une foule discrète se forma sous le grand baobab au centre du village. Des visages tendus, des cœurs battants, mais une étincelle dans les yeux. Nuru monta sur une souche d'arbre, son corps encore meurtri, mais son esprit inébranlable. Assez de peur. Assez de souffrance. Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. Nous sommes le peuple d'Omboko. Nous étions forts autrefois. Et nous pouvons l'être de nouveau? Un murmure parcourut la foule. Certains baissèrent les yeux, hésitants. D'autres serrèrent les poings, prêts à agir. Ils nous ont brisés, nous ont réduits au silence. Mais cette nuit, nous choisissons de parler. Nous choisissons de nous lever. Un vieil homme, l'un des sages du village, avança lentement. Que proposes-tu, jeune homme? Nuru inspira profondément. Nous allons reprendre ce qui nous appartient. Un silence. Puis une voix s'éleva. Puis une autre. Puis une troisième. Et enfin, comme un rugissement venu du fond des âges, le village entier scanda en chœur. Liberté. Cette nuit-là, la révolte n'était plus seulement une idée. Elle était devenue un mouvement. Un brasier prêt à engloutir la tyrannie. Les jours qui suivirent la réunion sous le baobab furent remplis de rumeurs, de chuchotements et de préparations secrètes. Les villageois, désormais unis par la cause de Nuru, se préparaient à résister. Leurs actions étaient subtiles, invisibles pour les soldats de Kabal, mais chaque geste, chaque regard, chaque mot murmuré dans l'ombre renforçait l'étreinte de la révolte qui grandissait lentement mais sûrement. Sifa, Awa et Bakari se relayaient pour guider les habitants vers la lutte. Les forgerons des plaines, que Nuru avait contactés la veille, forgèrent des armes rustiques mais efficaces. Haches, épées et couteaux furent cachés dans les greniers, les étables et sous les lits. Les chasseurs et les cultivateurs, formés au maniement du couteau et de la lance, s'entraînaient en secret, cachés dans la forêt ou les champs. Chaque nuit, les jeunes partaient en reconnaissance, surveillant les déplacements des soldats, notant les points faibles de la garnison de Kabal. Le village tout entier se préparait à l'inévitable affrontement, mais l'angoisse grandissait. Le nombre d'opposants au tyran était encore trop faible pour un combat frontal. Mais Nuru et ses alliés étaient déterminés à rallier plus de partisans, à inspirer l'espoir chez ceux qui avaient oublié le goût de la liberté. Le matin de l'attaque, alors que l'aube teintait le ciel de rouge et d'or, un vent léger souffla sur les toits des maisons. Les oiseaux s'étaient tus, comme s'ils pressentaient le bouleversement imminent. Les résistants se rassemblèrent discrètement aux abords du village, près de la grande muraille de pierre, à quelques mètres du camp des soldats. Les corps étaient tendus, les regards fixés sur le moindre mouvement. Bakari, l'œil affûté, fit un signe discret. Le moment était venu. Tout le monde, en place, chuchota Nuru, le cœur battant. Il serra la poignée de sa lance, son souffle court, mais sa détermination inébranlable. D'un coup sec, le premier signal fut donné. Une flèche, enflammée, s'élança vers le ciel, traçant une ligne incandescente dans la lumière de l'aube. Un cri de guerre s'éleva dans la forêt, suivi d'un autre, puis d'un autre. La révolte avait commencé. Les soldats de Kabal, réveillés en sursaut, sortirent en hâte de leurs tentes, leur sommeil interrompu par la lumière et les bruits de la bataille. Mais ils étaient pris de court. Les villageois, armés de leur courage et de leurs armes faites maison, attaquaient de tous côtés. Les femmes, qui jusqu'à présent étaient restées à l'écart, combattaient avec la même détermination que les hommes. Awa et Sifa, armés de couteaux et de haches, menaient une charge audacieuse contre les soldats stationnés près des greniers. Bakari et ses alliés, plus nombreux, attaquaient de l'autre côté, sabrant et frappant sans relâche. Le premier choc fut brutal. Les soldats, surpris par l'attaque soudaine, furent repoussés, tombant les uns après les autres. Le camp se transforma rapidement en un chaos total. Les soldats qui parvinrent à se rassembler tentèrent de se regrouper autour de Kabal, mais les villageois, galvanisés par leur espoir de liberté, ne leur laissèrent aucune chance. Kabal, furieux, émergea de sa tente, brandissant son épée. Il se dirigea vers le cœur de l'affrontement, où ses soldats peinaient à se regrouper. Il n'avait pas prévu une résistance aussi féroce. « Réorganisez-vous! Formez une ligne de défense !» cria-t-il, mais sa voix se noya dans le tumulte. Il n'avait pas anticipé que les villageois, acculés, forcés à vivre sous son joug pendant tant d'années, se battraient avec une telle ferveur.
Leur visage était marqué par la colère et la douleur, mais aussi par un sentiment de libération inédite. Cette bataille n'était pas simplement un combat pour la survie, c'était un combat pour la dignité. Pendant ce temps, Nuru et Sifa se faufilèrent vers la tente de Kabal. Leur objectif était clair, mettre fin à la tyrannie en capturant ou éliminant leur oppresseur. Nous devons l'arrêter maintenant, murmura Nuru à sa sœur. Sifa hocha la tête, et ensemble, ils se précipitèrent dans l'agitation, frappant les soldats qui tentaient de les empêcher de passer. Leur objectif était proche. Ils arrivèrent enfin devant Kabal, qui, voyant leur approche, dégaina son épée d'un geste fébrile. « Tu n'auras pas ce village, Nuru, hurla-t-il, avant de se jeter sur lui. Le combat fut brutal. Les coups se croisaient dans un éclat métallique. Nuru para une attaque puis porta un coup précis, frappant l'épaule de Kabal. Ce dernier chancela mais ne tomba pas. Il riposta, son regard rempli de haine. « Tu crois que ton peuple peut me défier » gronda-t-il. « Je suis leur roi, leur seigneur, leur dieu. Sans moi, ils ne sont rien. » Mais dans les yeux de Nuru, Kabal ne voyait plus la soumission qu'il avait imposée, mais la flamme d'une révolte prête à tout engloutir. Dans un ultime élan, Nuru désarma Kabal et le fit tomber au sol, sa lame pointée sur lui. « Tu ne gouverneras plus jamais ce peuple, dit Nuru, les dents serrées. » Kabal, haletant, tenta de se relever, mais une voix s'éleva de la foule. « C'est fini, Kabal. » Les villageois, armés de haches et de lances, encerclèrent le tyran, le regardant, non plus comme un oppresseur, mais comme un homme abattu. La tyrannie venait de chuter. Le pouvoir de Kabal, qui avait été construit sur la peur et la souffrance, s'effondrait désormais sous les coups d'un peuple uni. Le soleil se leva enfin, éclairant le village de ses premiers rayons. Une ère nouvelle commençait. Les enfants, autrefois réduits au silence, pouvaient à présent jouer sans crainte. Les hommes et les femmes, libres enfin, pouvaient rêver à un avenir où la justice régnerait. Le vent de la révolte avait soufflé sur Omboko, et il ne s'éteindrait jamais. Le village d'Omboko, ce matin-là, était à la fois dévasté et transformé. Les maisons, bien que marquées par la violence du combat, étaient debout. Les arbres autour du village portaient encore les traces des flèches et des combats, mais le plus grand signe de transformation résidait dans l'esprit des habitants, un esprit libéré. La tyrannie de Kabal s'était éteinte, et avec elle, l'ombre qui planait sur eux depuis tant d'années. Nuru, le regard grave mais empli de soulagement, se tenait au sommet de la colline qui dominait le village. Aux côtés de Sifa et des autres résistants, il observait les conséquences de leur victoire. Le vent soufflait, portant avec lui la poussière des champs, mais aussi l'odeur de l'espoir. Les enfants, qui jusqu'alors n'avaient connu que la peur, jouaient maintenant dans les rues, riant aux éclats. Les anciens, eux, se réunissaient sous l'arbre sacré, réévaluant leur rôle dans cette nouvelle ère. Nuru savait que la bataille était gagnée, mais la guerre pour l'avenir était loin d'être terminée. Il ne suffisait pas d'avoir chassé Kabal. Il fallait maintenant bâtir quelque chose de durable, un village où la justice, l'égalité et la fraternité régneraient. Et cela ne se ferait pas sans effort. L'idée d'un dirigeant unique était désormais obsolète. Ce n'était pas un homme, mais un groupe d'individus unis par un même rêve qui devait mener Omboko vers la prospérité. Ainsi, Nuru se tourna vers les anciens du village et les chefs des différents groupes pour les réunir. Ils se rencontrèrent dans la grande salle de réunion, un espace de pierre et de bois qui avait autrefois servi à calmer les différends sous la direction de Kabal. Cette fois, c'était différent. Les hommes et les femmes présents n'étaient plus là pour obéir, mais pour construire ensemble. « Nous avons triomphé, mais cela ne suffit pas », commença Nuru, en se levant pour prendre la parole. « Nous devons reconstruire notre communauté sur des bases solides. Ce village, ce peuple, n'appartiennent à personne. Nous devons faire en sorte que chacun ait une voix, et que personne ne soit mis de côté. » Sifa, qui était resté proche de son frère, ajouta. « Il est impératif que nous réparions les relations avec les autres villages des alentours. Nous ne pouvons pas rester isolés. Une véritable alliance est nécessaire pour assurer notre sécurité et notre bien-être. » Les anciens hochèrent la tête, reconnaissant la sagesse de ces propos. Pendant trop d'années, Omboko avait été divisé, non seulement sous le joug de Kabal, mais aussi à cause des rivalités entre tribus et villages voisins. Si Omboko voulait se remettre sur pied, il lui faudrait faire la paix avec ses voisins et travailler à une collaboration mutuellement bénéfique. Un ancien se leva, son visage marqué par le temps, mais ses yeux toujours vifs. Nous devons renouer les liens avec les peuples de la rivière et des montagnes. Leur aide pourrait être précieuse pour réparer nos terres, ravagées par les combats. Mais il ne faut pas oublier que leur confiance se gagne par des actes et non par des paroles. Un autre ajouta.
nous devons aussi reconstruire la confiance entre nous. Trop longtemps, Kabal a divisé notre village. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est le désir de vivre librement, mais il nous faudra également du temps pour cicatriser les blessures que nous portons tous. Les paroles des anciens résonnèrent dans l'assemblée. Le chemin vers la reconstruction serait semé d'embûches, mais l'unité, la solidarité et la persévérance seraient les clés de leur succès. Les premiers pas vers l'avenir. Le premier projet fut celui de la réparation des maisons et de la terre. Les soldats déserteurs, qui avaient autrefois servi Kabal, furent intégrés dans les équipes de reconstruction. Plutôt que de les exiler ou de les punir, Nuru choisit de leur offrir une seconde chance. Ils avaient été des instruments de la tyrannie, mais ils pouvaient désormais être des artisans de la paix. Grâce à l'aide des forgerons et des artisans du village, les habitations furent rapidement réparées. Les champs, eux, étaient laissés à l'abandon, les récoltes brûlées ou pillées. Il fallait travailler dur pour redonner vie à la terre. Le groupe de résistants, désormais appelé les gardiens d'Omboko, s'occupait non seulement de la reconstruction matérielle, mais aussi de l'éducation. Ils mettaient en place des écoles où les enfants pouvaient apprendre à lire, à écrire et à comprendre les principes de la démocratie et de la justice. Sifa s'occupa de l'enseignement des jeunes filles, leur enseignant la gestion des récoltes, mais aussi leur droit de s'exprimer et de participer activement à la vie du village. Awa, quant à elle, utilisa son savoir en médecine traditionnelle pour soigner les blessures laissées par les combats, mais aussi pour former les jeunes à l'art de guérir. Elle savait que la santé de la communauté était cruciale pour sa survie à long terme. Les mois passèrent et les résultats commencèrent à se faire sentir. Le village retrouva progressivement sa prospérité. Les champs étaient à nouveau cultivés, les artisans forgeaient des outils et des armes pour les défendre en cas de besoin. Mais ce qui changeait le plus, c'était l'atmosphère qui régnait à Omboko. Les villageois avaient retrouvé la joie, non seulement grâce au progrès matériel, mais aussi parce qu'ils avaient retrouvé une part de leur dignité. Les villages voisins, voyant le succès de cette reconstruction et de la réconciliation interne, commencèrent à tendre la main. Les alliances furent établies et les échanges commerciaux, culturels et agricoles se multiplièrent. Un an après la chute de Kabal, Nuru se tenait à nouveau sous le baobab. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une révolte, mais d'une cérémonie de réconciliation. Autour de lui se tenaient les anciens, les chefs des autres villages, et les habitants d'Omboko. Le soleil, qui se couchait lentement, baignait la scène d'une lumière douce et dorée. Aujourd'hui, Omboko ne se contente plus de survivre, déclara Nuru, le regard tourné vers les étoiles montantes. Nous avons appris à vivre ensemble, à partager nos espoirs, nos rêves et nos efforts. La liberté n'est pas un don que l'on reçoit, mais un bien que l'on construit chaque jour. Les villageois applaudirent, et dans leur cœur, une nouvelle flamme brillait, plus forte que jamais. Le vent soufflait à travers les feuilles du baobab, et avec lui, les souvenirs des souffrances passées s'éloignaient. Ce qui restait, c'était un peuple qui, après avoir fait face à la tempête, se tenait prêt à bâtir un avenir solide et radieux. Omboko était une communauté rebâtie, non seulement dans ses murs, mais aussi dans son esprit. Les ancêtres, dont les esprits se mêlaient à ceux des vivants, semblaient approuver cette nouvelle voie. Et dans chaque regard, chaque sourire, chaque enfant qui jouait librement dans les rues, Nuru savait que la bataille qu'ils avaient menée n'était que le début d'une ère nouvelle pour Omboko.